Connaissez-vous Judith Shakespeare? Virginia Woolf nous en dresse le portrait dans son célèbre pamphlet « Une chambre à soi ». Judith est la sœur de William Shakespeare. Comme lui, elle brille par son feu, son intelligence. Mais contrairement à lui, les murs vont se dresser devant elle. Elle va devoir faire face à tous les obstacles. Il va lui manquer, nous dit Virginia Woolf, ce qui a toujours manqué aux femmes. Un lieu à elle, suffisamment d'argent, et du temps. Mais pas n'importe quel temps. Un temps étirable, un temps continu. Un temps qui permet de rêver, de penser loin, d'oser, de rater parfois, et de recommencer. Enfant, Judith doit écrire en cachette. On l'interrompt, on l'appelle, on l'attend ailleurs. Le temps se morcelle et les phrases restent en suspens. Faute de temps, malgré son génie, Judith ne connaîtra jamais le même destin que William. Au fond, ce que nous faisons de notre temps n'est-il pas ce que nous faisons de nos vies? N'y a-t-il pas, dans la manière dont chacune et chacun nous investissons notre temps, une question à proprement parler existentielle pour les êtres mortels finis que nous sommes? Nous sommes, toutes et tous, tous les matins, crédités de 86 400 secondes pour une journée. Impossible d'épargner ce temps. Chaque seconde qui n'aura pas été pleinement vécue est irrémédiablement perdue. Alors ce temps, ce capital de 86 400 secondes, est-il alloué de la même manière selon le genre? Les femmes peuvent-elles structurer leur temps comme elles le souhaitent? Peuvent-elles le reprendre en main? Or, vous le savez, time is money. Le temps, c'est de l'argent, et il a un coût pour les femmes. Alors même que l'égalité salariale est un principe constitutionnel depuis 1946, qu'il est inscrit dans le traité de Rome depuis 1957 et dans le Code du travail depuis 1972, pour chaque euro gagné par les femmes, par les hommes, les femmes ne gagnent que 78 centimes. Elles occupent 80% des emplois à temps partiel. Et la pauvreté a 3 fois sur 4 le visage d'une femme. Alors, dans ces conditions, comment devons-nous continuer, poursuivre cette égalité économique? Oui, les femmes travaillent, mais dans des conditions sous-évaluées et souvent dans des conditions précaires. Oui, les femmes travaillent, mais en consacrant la moitié de leur temps à des activités non rémunérées. Disponibilité permanente, tâches domestiques, soins aux autres. Non, faute de liberté, faute de droits économiques équivalents, les femmes n'ont pas la même liberté que les hommes de marquer le monde de leur empreinte. Alors, posons-nous la question. En 2026, pourquoi les femmes semblent-elles renoncer à résister aux ogres du quotidien? Les femmes ont-elles perdu la bataille du temps de vivre? En 6e, notre professeur de français nous a demandé de lire
la chèvre de Monsieur Seguin. Rappelez-vous, Blanquette, un amour de petite chèvre, adoptée très jeune par Monsieur Seguin. Blanquette fut placée au plus bel endroit du pré, avec suffisamment de cordes. Blanquette était heureuse et Monsieur Seguin ravi. Mais voilà, Blanquette s'ennuyait et regardait la montagne. De peur qu'elle se fasse elle aussi dévorer par le loup, Monsieur Seguin décida de l'enfermer à double tour dans l'étable, mais oublia de fermer la fenêtre. Blanquette s'en alla donc dans la montagne. Et là, ce fut un ravissement général. De l'herbe à profusion, plus de cordes autour du cou, Blanquette gambadait en liberté dans la prairie de la montagne. Quand soudain, Blanquette entendit du bruit derrière elle, dans les feuilles. En se retournant, elle vit le loup. Blanquette décida de mener le combat ardemment. Cela dura toute une nuit. À coups de cornes pour l'une, à coups de dents pour l'autre, au petit matin, le loup se jeta sur Blanquette et la dévora. Il fallait donc, à travers cette histoire, que j'apprenne dès mes 11 ans à rester dans l'enclos, à respecter l'ordre des choses. La montagne n'était pas faite pour les filles devaient rester à leur place, car le loup rôde. Mais en grandissant, je me posais la question, qui donc se cache derrière ce loup ? Fallait-il une vie durant négocier avec lui, étrécir ses ambitions pour ne pas avoir à attirer son attention ? Ce loup n'est pas une figure de conte. Il s'agit d'une violence physique, réelle, protéiforme, à laquelle toutes les femmes ont été un jour confrontées. C'est une peur qui apprend dès le plus jeune âge aux petites filles que leur liberté est conditionnelle et leur docilité n'est pas négociable. On ne naît pas femme, on le devient, disait Simone de Beauvoir. Face à la violence, pourrions-nous rajouter, la peur et la brutalité construisent nos servilités volontaires. Non que les femmes aient envie de se soumettre, non que les femmes aient envie de renoncer à construire de nouvelles frontières personnelles. Mais le patriarcat les tient dans l'enclos. Comment donc résister face à ces peurs construites dès l'enfance ? J'ai grandi dans le Cantal, dans les années 80. Là-bas, les épopées féministes ne franchissaient guère la montagne. Nous étudions doctement la chèvre de Monsieur Seguin et nous en retenions la morale. Gare à celles qui sortent de l'enclos. Mais voilà, à mes côtés, il y avait Berthe, ma grand-mère. Elle n'avait pas peur. Elle m'emmenait avec elle chasser les champignons. Nous franchissions des clôtures pour amasser des murs. Et elle m'apprenait à ne pas soutenir le regard des taureaux immobiles dans les champs lorsque nous allions pêcher ensemble. Elle ne m'a jamais fait de grandes leçons sur le courage. Elle ne m'a jamais dit de ne pas avoir peur. Elle m'a simplement montré par l'exemple que vivre était un geste naturel, qu'habiter le monde était une évidence. Avec elle, j'ai su que mon horizon était dégagé. Ouvrir le champ des possibles aux petites filles dès le plus jeune âge, dans les familles, à l'école, c'est leur apprendre à vivre pleinement ce temps entre leur naissance et la mort. C'est leur apprendre à ne pas respecter les bonnes manières. C'est leur apprendre à trouver ce chemin qui permet de vivre l'aventure d'être soi. Alors c'est vrai, les injonctions sociales restent tenaces et contradictoires. Nos organisations sociales
économiques, politiques, sont marquées par des stéréotypes de genre qui entérinent durablement les inégalités de genre entre les femmes et les hommes. Dans ces conditions, comment affirmer son ambition? Comment exercer son leadership sans s'excuser? Comment cesser d'écouter ces voix culpabilisantes qui nous somment d'être tout le temps, sans jamais être trop? Cela commence par une prise de conscience. Comprendre que respecter des règles faites pour les hommes, par des hommes, n'est pas seulement une aventure personnelle entre soi et soi. C'est un acte de résistance, c'est un acte politique, c'est un acte qui permettra aux femmes de contribuer collectivement à marquer le monde de leur empreinte. Et ce bénéfice n'est pas uniquement utile aux femmes, il bénéficie également à nos organisations. Il contribue à construire notre bonheur collectif. Et il bénéficie aux hommes eux-mêmes. Si les femmes étaient pleinement intégrées dans l'ensemble des secteurs professionnels, ce serait un ajout de 330 milliards de dollars à notre PIB national. D'autres, avant nous, ont porté ce combat intime. Revenons à Virginia Woolf, qui en 1931 nous raconte son rapport à l'écriture. Elle y décrit son combat intime face à l'image d'une femme conservatrice qu'elle a intégrée et contre laquelle elle doit lutter. Cette femme, c'est l'ange du foyer, un ange docile. Elle me dérangeait, elle me prenait tout mon temps. Elle se glissait entre la feuille de papier et mon écriture. Je me suis jetée sur elle, je l'ai prise à la gorge et je me suis efforcée de la tuer. Si je devais paraître devant un tribunal, je plaiderais la légitime défense. C'était elle ou c'était moi? Elle aurait vidé mon écriture de toute substance. C'était elle ou c'était moi? Alors je vous laisse avec cette question. Qui se glisse précisément maintenant entre la page de papier et vous-même? Et si c'était elle ou si c'était vous? Qui choisiriez-vous? Merci.